Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième journée d'atelier et qui sera une journée dédiée à la validation de tout ce que nous avons effectué à date en termes de bilan et en termes de révision de la feuille de route gouvernementale en vue de répondre à la transformation des systèmes alimentaires en Haïti. Pour une deuxième journée d'atelier, hier, on avait une journée vraiment remplie avec le secteur privé. Et vraiment, on a eu des discussions, des présentations du secteur privé et aussi avec des institutions, CFI, qui est le Centre de facilitation des investissements. Il y avait le BISA, qui est l'unité de promotion des investissements dans le secteur agricole. Il y avait le BCA, le bureau de crédit agricole. Il y avait des organisations comme Corée Production Locale. Il y avait l'Etagogo, il y avait d'autres. Donc on était gâtés hier avec des déclarations, des engagements. Et on avait analysé un ensemble de contraintes et de défis. Aujourd'hui, nous sommes là pour regarder, en tout cas, passer en revue la feuille de route et procéder à sa validation. Et aussi un plan de suivi et évaluation. Parce que avoir une feuille de route sans avoir un plan de mise en œuvre chiffré et aussi un plan de suivi et évaluation, c'est comme si on n'avait rien fait, si on n'a pas ces plans-là. Eh bien, l'équipe qui travaille sur ce dossier et avec les différentes agences des Nations Unies, il y a 3 agences chefs de file, la FAO, le PAM et le FIDA, avec le bureau de la coordonnatrice résidente des Nations Unies qui ont donné vraiment un appui, et pas des moindres, au processus. Et il y a tout un ensemble d'institutions étatiques avec des ministères, presque tous les ministères qui ont à voir avec les systèmes alimentaires étaient avec nous et ils ont apporté leur pierre dans la construction de ce travail, de la feuille de route, la BRH était là, etc. Plus tard, à la clôture avec un ensemble d'engagements. Parce que sortir ici sans avoir pris des engagements à différents niveaux, que ce soit l'État haïtien, que ce soit les agences des Nations Unies, les bailleurs de fonds, les universités, la société civile, les organisations paysannes, eh bien, on a tous des engagements à prendre parce qu'il s'agit, quand on parle de système alimentaire, ce n'est pas l'affaire d'une entité, c'est l'affaire de tous. Donc, des engagements vont être pris et insérés dans la feuille de route avec, comme je l'ai dit tantôt, un plan de mise en œuvre chiffré, un plan de suivi et évaluation. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et pour terminer, parce que ce qui nous attend après pour les 2 prochaines années, 2023, octobre 2023 jusqu'en septembre 2025, c'est de procéder à un ensemble d'actions qui mettent en branle cette transformation dont nous rêvons tous pour les systèmes alimentaires pour le bien du pays, pour le bien de tout le monde. Je suis là pour discuter avec vous ou encore présenter les filières de formation à prioriser dans le secteur alimentaire. Donc un secteur vraiment si important pour le développement de notre pays, parce qu'on ne peut pas se maintenir sans se nourrir, c'est très important. Mais pour
pour se nourrir, il faut qu'il y ait vraiment des aliments de qualité et respectant un ensemble de normes et des principes. Hier, M. Desamont avait parlé de l'interaction qu'il y a entre les différents domaines ou encore la définition du système alimentaire qui nécessite un ensemble d'étapes en passant de la récolte par la commercialisation ou jusqu'à l'assiette du consommateur. Donc, je ne vais pas vraiment rester sur ce diapo, mais quand même, vous pouvez voir tout ce qui est les intrants agricoles, les politiques, et, par exemple, il y a tout ce qui est gestion des déchets, la consommation, la distribution, tous ces éléments, la production fait appel à des compétences très, très importantes. Hier, on avait discuté sur un ensemble de filières prioritaires pour 2023 à 2025. Parmi les filières priorisées, filière 1, c'est l'élevage. Filière 2, c'est la pêche. Filière 3, c'est racines et tubercules, incluant fruits à pain, les céréales et filière légumineuses. Alors, on n'a pas fait ces choix-là au hasard, donc c'est à partir de l'ensemble d'analyses qu'on arrive à maintenir vraiment, pouvoir relancer notre production, il nous faut baser vraiment sur ces 5 filières. Mais pour arriver à transformer ces produits-là, donc il faut vraiment des personnes bien formées. Je suis responsable des programmes de santé et production animale à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de l'université Quisqueya. Je suis également enseignant-chercheur en temps partiel à l'université d'État d'Haïti, à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Donc voilà, donc le rôle de l'université dans la transformation des systèmes alimentaires par rapport à la feuille de route qui a été définie. Regardons un petit peu le contexte de la situation de la consommation des produits alimentaires en Haïti. Pour les produits énergétiques, on sait tous que les Haïtiens mangent beaucoup plus de riz qu'avant, mais 75% de ce riz est importé. Mais il est quand même bon de souligner que pour les autres féculents, le maïs, le sorgho, donc le petit mil, les tubercules, la banane, la majorité de ces produits sont encore de production nationale, de ceux qu'on trouve sur le marché. Donc, il faut valoriser, la tendance, bien sûr, est à la baisse, mais encore 80% du maïs qui est consommé en Haïti, d'après l'étude réalisée par la CNSA en 2018, eh bien, est de production nationale. Bien sûr, d'autres produits énergétiques comme le sucre et les huiles qui sont utilisées sont à 99% importés. Ce qui fait quand même que le bilan global de la consommation des produits énergétiques en 2018 était évalué à 58% des calories des Haïtiens proviennent de la production nationale. Pour les protéines d'origine animale, la protéine de plus grande consommation provient du poulet. 80% de la viande de poule est importée. Mais 97% de la viande de bœuf est locale. Pour les cabris, les moutons, j'ai mis là 120% simplement pour expliquer qu'une partie de la production de la viande de cabri en Haïti est exportée vers la République dominicaine. On estime qu'entre 15 à 30% de la viande de chèvre qui est consommée en République dominicaine vient d'Haïti. Pour le poisson, on a quand même une prédominance des importations à 55%, surtout à cause des importations de poissons séchés, la sort, la sel, etc., la morue. La viande de porc, actuellement les chiffres sont difficiles. À l'époque, on estimait à 75%, mais avec maintenant la réapparition de la peste porcine africaine en Haïti, on ne sait pas vraiment comment elle chute. Il y a des études actuellement en cours.
pour les produits laitiers, pour les œufs, il y a eu des grands progrès pour la production des œufs dans les années, on pourrait dire entre 2011 et 2017. Mais là, depuis la crise sécuritaire, la plus grande production d'œufs était concentrée à Tomazzo et Haiti Ballers a fermé. Ils avaient jusqu'à l'année passée près de 800 000 pondeuses en production et tout ça maintenant ça s'est arrêté. Donc on revient encore à une grande partie des œufs importés alors qu'on avait déjà dépassé le cap des 40, pratiquement 50% de la production, de la consommation des œufs était locale à la fin de 2017-2018. Donc voilà, et nous avons travaillé aussi, nous travaillons sur les produits transformés, et donc il y a la transformation à faire sur les produits agricoles comme sur les produits animaux. Donc les programmes de recherche, c'est pas seulement purement le technique, il y a aussi les études économiques. Actuellement, nous avons un département d'économie qui se penche sur les questions de politique agricole, de politique commerciale. On sait bien que un des facteurs, on pourrait dire, dans l'environnement des affaires en Haïti, c'est la politique commerciale. Le fait d'avoir une politique aussi ouverte avec des droits de douane aussi bas rend le secteur peu attractif. Donc, tout ce qui est politique commerciale, comme politique fiscale, les incitations, la réglementation. Et il faut également participer, le secteur universitaire doit participer au monitoring, au suivi de la production agricole. C'est une réalisation à partir de maïs. Ça n'a pas là, c'est maïs moulin que nous faut produire que les tuna. C'est maïs moulin avec fromage, avec légumes qui en donnent, qui fritent en boulette. Ça, c'est une nouvelle invention de moi-même qui vient avec recette ça. Deuxièmement, ça n'a pas de là, c'est pain de tous les jours que vous mangez, c'est avec maïs, ça fait, et n'a travaillé avec Epidor, c'est lui qui a réalisé, produit ça, et produit ça pour sortir en octobre sous label MAP. Ok? Ça nous est là, gâteau. Même si on est marié, ou communié, ou fait n'importe quoi, on est capable de faire gâteau avec maïs 100%. Maïs moulin. Et troisièmement, ça c'est bonbon. Nous n'avons pas besoin d'acheter quoi riz, nous n'avons pas besoin d'acheter ça, nous n'avons pas besoin. Nous café, bonbon, sel, sucré, avec saveur cannelle ou gingembre devant toute bac, dans toute l'école que on monde qu'à manger. Ça c'est produit ça que nous gagnons, nous fait test là et nous passé examen. Qu'on y a là, c'est emballage qui était nous et puis avec nous à étudier comment présenter sous marché et dans toute maquette qui gagnait Port-au-Prince ou dehors Port-au-Prince. Et pour faire ça, nous obligés d'entrer dans la production. Nous avons 300 hectares de maïs que nous plantons pour nous capables de gagner assez de maïs pour nous capables, dans la cantine scolaire, pour nous capables d'offrir soit produits dérivés, soit maïs moulin dans l'école. Et nous avons l'autre recette encore que nous avons expérimenté. Et nous avons une recherche que nous avons fait sur
Jean yo mangé maïs dans l'Amérique latine. Il y a un secrétaire là qui travaille et réadapter recettes avec ingrédients que nous gagnons en Haïti pour nous montrer que avec maïs moulin ou maïs j'en ouvre l'âge que nous sommes capables de manger matin, midi, à soir sous toute forme et sortir dimanche pour arriver samedi nous sommes capables de manger maïs parce que Haïti fait maïs sous tout territoire là. Tout territoire là fait maïs. Qui donc, c'est pour nous mettre force nous côté nous connaissons nous fort. C'est avec ça que c'est lui qui nouveau projet. C'est une équipe de 3 institutions qui travaillent là-dedans. Et pour faire ça, c'est 70 Haïtiens qui dehors pays, malgré tout ça, nous entendons, qui acceptent d'investir au capital que nous commençons à mettre dans terre. 11 mai qui se passe là, qu'on y a là, si il y a un blocage, que on dit, céréales pas entrer, nous allons sauver un grand goût. Parce que nous avons plus que 40 États qui parlent déjà, ça veut dire, si le problème qu'on y a là, nous allons dire, mais maïs. Nous prenons devant, pendant que l'État et l'international a lancé alerte, a dit après 4 millions de gens qui ont eu grand goût, nous prenons devant, nous dit, en nous anticiper. Pour faire ça, nous avons demandé tout le monde qui est là. Parce que tout ça qui a parlé là, c'est théorie. Mais là, nous finissons, il faut nous corriger ça qu'on a fait là, il faut qu'on plaidoirie qui kébé d'eau. Ça pour ne pas arrêter dans tiroir en dans le bureau de l'État, il faut que nous-mêmes Haïtiens, nous organisons parce que nous tenons hier 57 millions de dollars seulement qui gagnent pour le ministère de l'Agriculture. Ça n'est pas possible si nous avons besoin de résoudre le problème grand goût. Et ce n'est pas quantité de monde en Haïti qui est problème. C'est comment on manger. Et là, on manger, c'est mettre le cerveau en valeur. Au contraire, tout le temps, il y a plus de monde, il y a plus de compétences, la société a parlé plus bien parce que le cerveau entre en valeur. Merci. Une autre décadrage dans le cadre des réflexions, des discussions avec le secteur privé des affaires. Donc, on avait présenté les systèmes alimentaires pour relancer les débats, les défis, donc les opportunités dans les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, je vais vous faire une autre représentation. Je vais vous présenter le rapport de mise en œuvre et de révision de la feuille de route. Donc, c'est ce rapport-là, c'est ce processus de bilan et de révision qui nous a conduit ici. On a eu un premier atelier, donc ce que nous allons présenter là, ce sont les résultats de nos réflexions, de nos discussions en atelier, et ce rapport reflète aussi les priorités dans les documents stratégiques, dans les documents nationaux, et on prend aussi en compte les rapports de recherche effectués dans le cadre de la transformation des systèmes alimentaires en Haïti. C'est à la fois vos réflexions en atelier, les priorités définies dans les cadres stratégiques nationaux. Lorsque je parle de cadre stratégique, je parle de plan national du développement agricole, je prends en compte la PSN-SAD, plan stratégique national de souveraineté, de sécurité alimentaire et de nutrition en Haïti. Tous les cadres stratégiques, les programmes nationaux, on tient compte de ces documents-là dans le cadre de cet exercice bilan et révision de la feuille de route. 3 raisons expliquent le manque de résultats probants durant cette première période de mise en œuvre de la feuille de route. 3 raisons. D'abord, il convient d'insister là-dessus, les investissements destinés à transformer les systèmes alimentaires ne sont pas à la hauteur des enjeux et des cibles. Ils représentent
moins de 4% du budget national. Et moins de 4% du budget national, vous pouvez me poser la question, pourquoi je parle de 4% du budget national, alors qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, on peut attribuer des enveloppes de 8 milliards de gouttes, qui représentent 8-9% du budget. On peut argumenter pour dire qu'au niveau du ministère de la Santé publique, ça concerne aussi la transformation des systèmes alimentaires, il y a un budget de 9-10%. Pourquoi ça n'affecte pas le secteur alimentaire? Ici, je parle des investissements qui peuvent avoir des effets multiplicateurs sur la transformation des systèmes alimentaires. Des investissements qui peuvent impacter les secteurs alimentaires. Donc je ne parle pas de tout ce que l'État dépense, mais des investissements qui peuvent s'attaquer aux principaux problèmes identifiés dans le secteur agroalimentaire en Haïti. D'abord, il y a l'approche de mise en œuvre qui est très questionnable. L'approche de mise en œuvre, ici, on a privilégié l'exécution d'un ensemble de projets et programmes disséminés sur le territoire national, en dehors d'un cadre de politique publique globale cohérente et axée sur les résultats. Ce n'est pas un ensemble de petits projets qui vont permettre de transformer les systèmes alimentaires. Il faut qu'il y ait des politiques publiques globales, cohérentes, pour s'attaquer aux grands défis. Donc il y a aussi le cadre institutionnel qui est tout aussi déficient et un environnement peu favorable aux initiatives entrepreneuriales. Hier, on a eu un atelier avec le secteur privé, donc les acteurs du secteur privé, ils se plaignent du fait que l'environnement des affaires en Haïti n'est pas propice aux investissements productifs. Il y a tellement d'incertitudes politiques, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait dans ce pays. Donc les risques sont énormes en matière d'investissement productif en Haïti. Il y a tous les problèmes institutionnels qui vont avec. Donc on a posé tous ces problèmes hier dans le cadre des échanges avec le secteur privé. Puisqu'on parle de transformation des systèmes alimentaires, il est question de partenariat, il est question d'un ensemble d'acteurs impliqués dans les différentes composantes de la transformation des systèmes alimentaires, que ce soit dans de la composante production de produits primaires, que ce soit de la composante transformation, de la composante commercialisation, distribution, transformation des déchets, toutes les chaînes de valeur dans les systèmes alimentaires. Donc, c'est qu'on constate qu'il n'y a pas eu suffisamment de collaboration, de partenariat, d'échange entre les acteurs, et ça c'est l'une des faiblesses de la mise en œuvre de la feuille de route. Il n'y a pas eu après de rencontres, de concertation entre les acteurs pour pouvoir s'assurer que les actions définies dans la feuille de route, que ces actions ont été mises en œuvre. Bref, il y avait un véritable problème de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route. Et c'est pourquoi les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc, en matière de partenariat et de collaboration, donc il n'y a rien sur lequel on puisse capitaliser. Il n'y a rien. Même s'il y a de petites initiatives, mais à l'échelle nationale, c'est pas très significatif pour impacter, pour créer toutes les synergies nécessaires à la transformation des systèmes alimentaires. Il y a quand même des initiatives à encourager. Lors de la mise en œuvre de la feuille de route, on a noté des discussions en atelier, multiplication d'entreprises spécialisées dans la biofertilisation, il y a la création d'espaces de dialogue qui servent de développer à l'innovation, mais ça c'est à petite échelle, parce que je viens de dire qu'en termes de collaboration, en termes de partenariat, donc il n'y a pas sur grand-chose, mais il y a des choses qui se font à petite échelle. Il y a des choses qui se font à petite échelle, donc c'est important de souligner ça. Il y a l'utilisation du matériel pour compenser la limitation de surface et la révalorisation des déchets plastiques. Il y a un ensemble
initiatives qui étaient prises, mais qui méritent d'être mises à l'échelle. Donc, mais il faut quand même un travail de documentation, il faut bien documenter ces initiatives-là pour voir jusqu'où on peut aller dans la mise en œuvre de ces actions-là. Leçon apprise. Leçon apprise. La mise en œuvre de la feuille de route est riche en expérience. Et nous retenons. Nous retenons comme leçon, il faut compter davantage sur les ressources nationales. Il faut compter davantage sur les ressources nationales, ça c'est l'une des leçons. Donc, investissement public et investissement privé. On ne peut pas s'attendre à ce que tout l'argent, tout le financement vienne des bailleurs de fonds pour financer les systèmes alimentaires en Haïti. Il y a tout un effort national à faire pour financer les systèmes alimentaires en Haïti, que ce soit du côté du groupe gouvernemental, que ce soit du côté des acteurs du secteur privé. Développer des partenariats stratégiques pour contourner certains obstacles. Donc on a parlé du problème de partenariat, mais ici c'est important d'encourager les partenariats publics-privés pour affronter les grands défis. Il y a nécessité de construire une vision nationale et de développer des politiques publiques cohérentes. Nécessité de construire des mécanismes institutionnels de renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire nutritionnelle. Puisqu'on vient d'en parler, ça fait défaut, donc ça a impacté négativement la transformation des systèmes alimentaires entre 2021 et 2023. Ça, c'est seulement avec le motif. Peut-être que l'eau a un aspect vraiment qui peut avoir des impacts sur la malnutrition. En tout cas, ça c'est les réflexions qu'on a eues. Troisième objectif, c'est couvrir les besoins de la population dans les filières. Déjà, pour les autosuffisance alimentaire, on a mis un exemple la série des tubercules, fruits à pain. On demande d'ajouter pour nous le caprin, les caprins. Vous aurez ces informations. On a demandé d'ajouter les caprins et la banane aussi, parce que selon les données de Dr Chancy, la banane, on était à 75% de l'autosuffisance. Donc, ce n'est pas seulement le fruit à pain. Réduire la dépendance aux importations dans les filières fortement déficitaires. On s'est posé la question, est-ce que réduire la dépendance aux importations signifie diminution de l'importation? Pour accroître les investissements dans les systèmes alimentaires. La souffrance de plus de 4,9 millions d'habitants en insécurité alimentaire aiguë nous interpelle et nous impose la nécessité d'agir. La réponse au problème et aux défis des systèmes alimentaires actuels n'est pas dans des actions isolées, mais dans une vision nationale partagée. Nous devons tous faire bloc pour relever les grands défis de la transformation des systèmes alimentaires. Avant tout propos, j'aimerais vous adresser les salutations de Madame la coordinatrice du système des Nations Unies en Haïti et vous exprimer également ses excuses parce qu'empêchée par une réunion urgente au niveau du leadership des Nations Unies cet après-midi, elle n'a pas pu honorer ses engagements d'être parmi vous cet après-midi. Toutefois, elle m'a fait ainsi l'honneur de la représenter valablement à la clôture de cet événement. Monsieur le ministre, chers participants, nous voici arrivés à la deuxième journée de cet atelier. Hier, j'étais là avec vous à l'ouverture de l'atelier avec le secteur privé. Donc, nous voici arrivés à la deuxième journée de cet atelier de consolidation et de validation de la feuille de route pour la transformation des systèmes alimentaires en Haïti, bien entendu avec la participation du secteur privé, des acteurs clés de la société civile. Tout à l'heure, à mon entrée dans cette salle, combien j'ai été heureuse de voir une salle
bien rempli, mais aussi avec des acteurs très dynamiques, parce que j'ai eu l'occasion d'écouter la restitution que vous avez faite tout à l'heure. Je voudrais ainsi et particulièrement saluer le caractère inclusif de ces 2 journées d'échange, également féliciter la Coordination nationale de la sécurité alimentaire d'avoir organisé ces 2 échanges. Bravo, monsieur le coordonnateur. Bravo. Bravo. Monsieur le ministre, chers participants, comme vous le savez, le secteur privé et la société civile sont deux acteurs incontournables pour la mise en œuvre de l'agenda 2030, y compris les objectifs de développement durable. Nous sommes aujourd'hui à moins d'une décennie et le monde entier est loin d'atteindre les objectifs de développement durable. Et que dire de Haïti chérie, n'est-ce pas? Je suis arrivée dans ce pays il y a quelques mois. Il y a un concept qui m'a vraiment touché le cœur, c'est d'entendre souvent les Haïtiens appeler leur pays Haïti chérie. Ça voudrait dire que malgré les vicissitudes, malgré les crises, il y a toujours au plus profond de nous un amour, un engagement, de l'espoir et de l'optimisme qu'on pourrait s'en sortir. Je voudrais d'abord vous dire de vous acclamer pour avoir... Ces dernières années, Haïti chérie a été perturbée par des crises multidimensionnelles. Je citerai les crises sécuritaires politiques, mais aussi la Covid-19. Toutes ces crises ont annihilé les gains de développement engagés par le pays par le passé. Pour remettre le pays sur la trajectoire de développement, nous avons besoin d'accélérateurs et de leviers stratégiques. Leviers stratégiques, mais nous avons également besoin d'engagement au niveau politique, mais aussi d'engagement de tous les acteurs que vous représentez dans cette salle. Les systèmes alimentaires, l'éducation, la prise en compte du nexus humanitaire, paix et développement constituent en fait des pistes, des chemins, des approches qui peuvent aider Haïti à accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable. Parlant précisément des systèmes alimentaires, je crois personnellement que l'adoption de la politique et stratégie nationale de souveraineté et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je voudrais féliciter ici le gouvernement et toutes les parties prenantes pour avoir élaboré et adopté cette politique. Nous devons reconnaître que très peu de pays peuvent se vanter d'avoir une politique aussi complète, intégrée sur l'alimentation et la nutrition. Cette politique qui a bénéficié de l'appui des Nations Unies, pour nous reste un référentiel qui désormais doit guider nos actions de développement. Donc je le disais tantôt, cette politique financée par les Nations Unies et plusieurs autres partenaires techniques et financiers constitue et doit être notre boussole pour les actions de développement. Il faut dire, jusqu'en 1982, Haïti était, on ne peut pas dire autosuffisant au niveau alimentaire, mais pouvait en tout cas assurer une bonne partie de la consommation interne de la population. Par conséquent, nous devons reconnaître qu'il existe un potentiel pour que Haïti redevienne souverain sur le plan alimentaire. Pour y arriver, vous conviendrez avec moi qu'il faut, en plus de promouvoir le développement rural, mettre l'accent sur la concrétisation de plus de ressources publiques à l'agriculture. On ne peut pas faire l'économie de l'accès à la terre, de la gestion des ressources en eau, de la recherche agronomique, sans oublier l'aspect marché agricole. Tant de concepts, de problématiques dont je suis sûre vous avez discuté au cours de ces 2 journées d'échange. Le sommet de 2021 sur la transformation des systèmes alimentaires auquel Haïti a effectivement participé avait essentiellement pour objectif de renforcer la cohérence des politiques publiques et d'insuffler à toutes les parties prenantes nationales une vision plus intégrée des questions alimentaires. C'est un pas,
d'élaborer et de valider une feuille de route. Et les Nations Unies voudraient vous en féliciter, le gouvernement et plus particulièrement la CNSA. Mais un autre défi demeure, c'est le financement pour la mise en œuvre de cette feuille de route. L'opérationnalisation de la politique et la mise en œuvre de la feuille de route doit requérir assez de financements, notamment des financements multi-annuels transformateurs qui permettraient de mettre en œuvre des initiatives phares telles que le relèvement des tarifs visant à améliorer la compétitivité de la production agricole nationale et augmenter les investissements publics et privés dans l'agriculture familiale. Un autre obstacle majeur est le manque d'investissement privé dans l'agriculture, ce qui justifie pour nous les Nations Unies la pertinence d'avoir impliqué les acteurs du secteur privé dans ce processus de consultation. Plusieurs initiatives prometteuses du secteur privé, des acteurs académiques et de la société civile sont restées invisibles et non financées. Il n'y a pratiquement aucun financement pour la recherche universitaire dans le domaine agroalimentaire, par exemple. Un accès limité au crédit, aux technologies modernes et à l'infrastructure entrave la productivité et la rentabilité des petits exploitants agricoles. De plus, il n'y a aucune initiative qui vise à supporter nos chères et valeureuses Madame Sarah, qui sont les actrices majeures dans la disponibilité des denrées agricoles sur tout le territoire national. Les femmes rurales constituent un puissant moteur de développement économique et social en Haïti. Elles représentent plus d'un tiers de la main-d'œuvre agricole et assurent la quasi-totalité du petit commerce, en plus de leur rôle de soutien aux enfants et aux autres membres vulnérables des familles. Monsieur le ministre, chers participants, ceci étant, on ne peut pas parler de systèmes alimentaires en Haïti sans mentionner les liens entre économie locale et stabilité politique. L'économie locale, qui peut être considérée comme l'économie rurale dans une certaine mesure, a longtemps été identifiée à l'économie agricole ou agroalimentaire. Avec un changement de paradigme qui s'impose, l'économie locale rentre en relation avec la nature, la ruralité, l'alimentation, l'agriculture et la société dans son ensemble. Dans le cas d'Haïti, l'agriculture et la pêche représentent environ 20% du PIB et emploient la moitié de la population active. Cependant, la contribution de l'agriculture à l'économie diminue depuis ces dernières décennies. Et le pays doit importer, comme je l'avais dit tantôt, une part importante des produits agricoles qu'elle consomme. La situation actuelle est une résultante d'un mélange complexe de facteurs économiques, sociaux, politiques et institutionnels aggravés par des épisodes récurrents d'insécurité. Monsieur le ministre, chers participants, depuis près de 2 années, les Nations Unies appuient le gouvernement à travers le Fonds des Nations Unies pour les objectifs de développement durable pour l'élaboration d'un cadre intégré national pour le financement du développement durable, communément appelé CINF. Le CINF est donc un outil de planification et de mise en œuvre destiné à aider les pays à renforcer les processus de planification, mais aussi à surmonter les obstacles de financement du développement durable au niveau national. Je souhaite et je reste convaincu qu'après la validation de cette feuille de route, mettant en lumière les engagements et responsabilités du gouvernement d'une part, du secteur privé et incluant les petites et moyennes entreprises, les producteurs et productrices, le secteur bancaire, les autres acteurs de la société civile d'autre part, que soit élaboré un cadre intégré pour le financement des systèmes alimentaires. Ces travaux, en plus de faire un état des lieux des ODD, ont aussi identifié un ensemble de réformes économiques nécessaires pour pouvoir faire avancer l'agenda de la transformation des systèmes alimentaires. En septembre prochain, quelques mois je dirais, le gouvernement participera aux côtés des États membres au sommet des objectifs de développement durable. L'équipe pays des Nations Unies en Haïti
continuera d'appuyer le gouvernement et les différents ministères dans les préparatifs pour leur participation à ce sommet, en bâtissant sur ce processus bilan sur la transformation des systèmes alimentaires. À l'issue de ces ateliers réalisés dans le cadre de la transformation des systèmes alimentaires, il ne fait pas de doute que les résultats suivants sont attendus. Une réaffirmation de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la feuille de route 2023-2025 et à créer les conditions pour les investissements dans le secteur agroalimentaire. Un engagement de la part du secteur privé pour des investissements substantiels dans les filières chaînes de valeurs alimentaires. Un engagement de la part des bailleurs pour des appuis substantiels à la transformation des systèmes alimentaires. Un engagement de la part des centres universitaires pour soutenir, à travers la formation, les recherches nécessaires, la transformation des systèmes alimentaires. Et enfin, un engagement des organismes de promotion du droit à l'alimentation pour un soutien à la transformation des systèmes alimentaires. Toutes les mesures vont être prises et le Premier ministre, comme chef de gouvernement, s'est déjà prononcé là-dessus pour donner la plus grande attention aux systèmes alimentaires qui constituent, on est tous d'accord là-dessus, un accélérateur puissant pour l'atteinte des ODD au nombre de 17, avec 11 d'entre eux priorisés par le gouvernement. À cet effet, c'est le ministère de la Planification et de la Coopération externe qui a la charge de faciliter la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation. Mesdames, Messieurs, le Premier ministre, dans son allocution lors de la fermeture du premier atelier réalisé du 13 au 15 juin dernier, a déjà dit attendre le projet pour la constitution de création du comité interministériel de souveraineté, de sécurité alimentaire et de nutrition, 600, la structure de gouvernance qui doit assurer la mise en œuvre de la feuille de route de manière intersectorielle à travers d'abord l'alignement de l'action gouvernementale dès le démarrage de l'exercice fiscal 2023-2024 sur les priorités stratégiques préconisées pour 2023-2025 en vue de transformer les systèmes alimentaires. La création du budget SAN pour consolider les actions intraministérielles autour de programmes nationaux prioritaires pour s'assurer de l'alignement de ces programmes sur les actions prioritaires définies dans la feuille de route. La prise de mesures fiscales qui ont déjà des incidences sur le prochain budget 2023-2024. L'organisation d'une rencontre stratégique immédiatement après le sommet bilan à Rome sur les engagements du gouvernement et les options de financement du plan dans le cadre de la conclusion des accords alliances indispensables à la réussite du plan. Enfin, la constitution, par le biais du secrétariat technique du groupe de concertation des programmes nationaux pour un suivi de ce plan. Le MPCE est d'autant plus intéressé compte tenu de l'importance de cette thématique pour la création de richesses, mais aussi et surtout en termes d'accélérateur pour les ODD. Tout ce que le ministère de la Planification et de la Coopération externe va faire, c'est d'inclure cette thématique dans la planification globale du développement national, dans laquelle tout le gouvernement s'engage, mais aussi le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les organisations paysannes, les universités, également le monde académique. Mesdames, Messieurs, tenez-vous prêts. Des consultations permanentes vont avoir lieu sur une base régulière. Je vous remercie toutes et tous et ensemble, on va passer à l'action sans plus attendre, car il y va de la survie et du bien-être de tout Haïtien.